Ça y est, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine. Bonjour Ravie de Corinne. t'accueillir ici dans cette dernière masterclass d'experts. Après, il y a encore la nôtre, mais il y a la dernière masterclass d'experts de la dernière journée de Dreamcatcher l'event. Comment entreprendre avec audace, comment entreprendre autrement. Après ce marathon de 2 jours de pépites qu'on a eu avec ces 10 experts différents. Juste après toi, on va résumer d'ailleurs toutes les pépites qu'il y aura. Mais avant ça, je vais me représenter, on va se représenter. Stéphane et moi, on est les deux créatrices de cet événement. Et on a vraiment pour cœur d'accompagner depuis maintenant plusieurs années les créateurs de valeur, comme aime bien appeler Stéphane les entrepreneurs, les créateurs de valeur, les primo-entrepreneurs dans leur reconversion vers la création de leur entreprise. Et nos expertises combinées nous permettent vraiment de les accompagner de l'émergence des, souvent je dis des parce qu'en fait on accompagne souvent finalement des multi-passionnés, des ou d'une de leurs idées à la mise en place concrète et de manière pérenne de leur business. Et aujourd'hui, avec toi, Sandrine, on va voir et on va aborder la thématique de comment oser être soi pour construire un business authentique pour les femmes hors normes. Je suis ravie de t'accueillir. On s'est rencontrés il y a quelques temps déjà derrière, pendant un voyage hypnotique. Et c'est vrai qu'il y a eu un très beau lien ensemble. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Je vais te présenter en quelques mots, mais après, je te laisse la main pour que tu donnes un peu plus de détails. Tu es une ancienne directrice associée d'une entreprise internationale et tu as vraiment transformé ta vie il y a quelques temps maintenant en identifiant finalement ton haut potentiel intellectuel et ton hypersensibilité. Tu as ensuite fondé grâce à ça finalement Keriel Coaching et qui donne des clés, des réponses aux défis de ces femmes atypiques, de ces femmes un peu hors normes, pour tout simplement construire une vie qui leur fasse vibrer, qui leur ressemble, transformer finalement leurs doutes en opportunités. Et puis maintenant, ça fait plus de 400 femmes que tu accompagnes, pardon. Ça se voit que c'est la fin de la journée, vers une vie épanouie. Je te laisse la main pour éviter de blablabla, voilà, hein. Et je te dis encore merci de nous rejoindre aujourd'hui durant ce sommet. Eh bien, merci déjà de m'avoir accueilli si chaleureusement. Et je voulais commencer par une petite anecdote. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de slide et de ne pas me cacher. Donc, j'avais décidé de prendre une feuille avec quelques bullet points qui s'est transformée en finalement 5 pages. Et voilà. Et 1 heure avant, j'essaye d'imprimer évidemment. Problème technique, ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. L'imprimante est déconnectée et j'ai mis 1 heure et demie pour la reconnecter. Et de toute façon, j'avais plan B, c'est-à-dire vous partagez à l'écran mes notes, puisque je les avais prises, elles étaient écrites, donc ça aurait pu être sympa. Plan C, totalement improvisé. Donc en fait, j'étais assez sereine, mais c'est pour dire que la capacité de rebondir, je pense que c'est, et d'avoir plan B, plan C, plan D, c'est déjà pas mal. Donc c'était l'anecdote de ce matin. Après, pour reprendre ma présentation, ouais, je pense que c'est important voilà, de parler de ma mission. Je dis toujours que je suis révélatrice de potentiel pour les femmes atypiques, donc ça veut dire HPI, mais aussi hypersensibles, TDAH, des troubles de l'attention, 10, TSA, etc. Et j'aime bien me présenter avec ma mission parce que je trouve qu'aujourd'hui, parler de coach, de thérapeute, d'hypnose, etc., pour moi, ce sont que des outils et les gens, ils ne viennent pas acheter des outils, ils viennent acheter une mission et être sûr que la personne qui les accompagne va vraiment permettre une transformation qu'elle a déjà vécue. C'est pour ça que aussi dans ma présentation, je préfère pas employer les mots de coach et thérapeute ou mentor. Après, dans mon parcours, ce qui est aussi intéressant, c'est que mon système d'acquisition de clients, c'est essentiellement par YouTube, qui est un réseau que j'ai choisi d'investir dès le début, avec maintenant plus de presque 18 000 abonnés, en faisant des capsules assez courtes. Je me suis rendu compte très vite que même si les gens étaient au potentiel, contrairement à ce que je pouvais croire, ils n'avaient pas forcément de besoin de contenu très intellectuel, alors que moi, je voulais toujours des trucs parfaits, hyper baqués, etc. Et qu'ils adoraient aussi le format snacking prêt à consommer de 5-10 minutes, comme tout le monde. Donc, j'ai fait ça et aussi des interviews d'experts. Donc, je vous dis aussi tout ce que j'ai fait tomber au fur et à mesure aussi par rapport à ma cible. Et comme tu l'as dit, mon background, c'est vraiment 15 ans en entreprise, en changeant de poste tous les 2-3 ans dans cette entreprise internationale où j'étais dans les études marketing. Donc, j'ai analysé vraiment le comportement des consommateurs en détail
pour aider mon entreprise à prendre des décisions. Et c'est ce qui m'a permis après de pouvoir analyser aussi bien le comportement de mon audience, de ma cible, pour pouvoir en tirer des pépites que je réutilise dans tous mes formats vidéo, etc. Donc, c'était pour vous dire aussi que souvent, on voit l'entrepreneuriat comme un truc dans lequel on se lance depuis le début. Et ça peut faire peur. D'ailleurs, se lancer, ça peut faire mal. On ne sait pas où on va rebondir. Entre mon humour, entre guillemets. Et, euh, et qu'en fait, c'est important de voir ça comme un continuum. Hmm. C'est comme des gens qui disent, ah, je ne peux pas faire des prix hallucinants dès le début, des prix trop premium. Oui, mais en fait, tu vends 20 ans d'expérience derrière. Ce n'est pas uniquement ta nouvelle compétence de coach ou de thérapeute. Donc ça, c'était aussi un point important. Et vous m'aviez demandé de parler de reconversion aussi. Donc je me suis reconvertie en 2019. Donc ça fait maintenant 5 ans. Et je m'étais déjà préparée 5 ans avant de partir. J'avais Hmm. déjà imaginé, je m'étais posé cette question, est-ce que tu vas faire ça encore pendant tout le reste de ta vie? La réponse était clairement non. Donc pourquoi pas commencer à étudier le sujet maintenant? Donc j'ai commencé à lire, à me renseigner. J'ai lu un super livre qui s'appelait The Working Identity et comment bosser sur toutes ces identités personnelles et professionnelles, accepter d'être dans un moment d'errance, de transition entre ces identités et d'accepter cette incertitude. Donc ça, c'était sympa. Et j'ai commencé à imaginer une identité, comme une autre, hein, de coach. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour incarner cette identité alors que je suis tout le temps, enfin toujours en entreprise. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné des petits challenges. Donc déjà, j'ai commencé à réfléchir, manger, dormir, parler comme un coach. À chaque fois, je me disais, qu'est-ce que ferait le coach? Comment il parlerait? Comment il se comporterait? Qu'est-ce qu'il dirait? Comment il mettrait en place une hygiène de vie? J'ai commencé aussi à me faire des petits challenges sur LinkedIn de contenu éditorial, parce que je trouvais qu'un coach devait écrire potentiellement pour se faire connaître. Mais j'avais hyper peur parce que j'avais peur d'être reconnue dans ma boîte et qu'on comprenne que j'étais en train de bifurquer. Donc ça aussi, le fait de le faire, ça m'a aidé à dépasser le fait d'être perçue comme quelqu'un d'entre deux. J'avais un petit peu peur. J'ai commencé à fonder un programme de Women in Leadership quand j'étais dans la boîte pour commencer à coacher des femmes lorsque j'étais en entreprise. J'ai fondé aussi des groupes LinkedIn, qui étaient des cercles de femmes. Donc là aussi, imaginez coacher des groupes. Donc ça, c'était super. Je fais ça pendant 2 ans. Et ouais, c'était un peu l'idée vraiment de incarner avant d'être dans la posture de, sachant que si on incarne déjà, bah, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on y est déjà. En fait, c'est plus du tout une transition, en fait, puisqu'on le vit déjà dans son corps. Donc ça, c'était ma tips à moi, c'est incarner avant Ouais. d'y aller. Et puis moi, j'ai découvert aussi mes atypicités, donc le haut potentiel et l'hypersensibilité au moment de ma transition. Donc, je n'avais pas du tout encore intégré tout ce que ça voulait dire pour moi. Donc, j'ai eu aussi un petit moment d'errance pour en même temps me lancer et comprendre en fait l'impact que ça pouvait avoir sur mon business. Ce qui fait que là, je voulais vous parler de ma période de transition où justement, les points clés, c'est vraiment une période d'errance et de découverte et de se connaître. Donc déjà, je voulais répéter aussi l'importance du chômage. Alors là, je mets ce mot-là en avant. Quand on fait une transition, ce n'est pas sale. Le chômage, écoutez-moi bien, les filles, ce n'est pas sale. C'est souvent sous-coté pour les femmes parce qu'elles ont toujours l'impression de se servir du système. Alors moi, je leur fais faire un exercice très simple, c'est regarde toutes les années où tu as cotisé peut-être pendant 15 ou 20 ans, tu fais le cumul et tu vois si vraiment c'est quelque chose auquel tu n'as pas droit parce que c'est super important et personne ne paiera, en tout cas en Suisse, c'est le cas, une reconversion. Le chômage est là pour te faire retrouver ton travail d'avant et si tu veux changer, c'est tout à ta charge. Donc à un moment donné, il faut être aussi malin. Je suis désolée de le dire. Quand on veut être hors norme, il faut savoir contourner des fois le système aussi de manière hors norme et se dire de quoi je dispose. Est-ce que le système est fait pour m'aider? Et s'il n'est pas fait pour ça, comment je peux aussi être maline pour m'intégrer à l'intérieur de tout ça et danser avec le système? J'appelle ça danser avec le système. Voilà, donc ça, ce point est fait. Ce qui m'a aidé dans cette transition aussi, c'est d'avoir une vision claire, mais en même temps basée sur des hypothèses qui peuvent elles-mêmes changer perpétuellement. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris une hypothèse de cible. Je me suis dit, ben, moi, j'aime bien les femmes multifacettes, multidimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. En plus, moi, j'étais en train d'intégrer mon truc de haut potentiel, hypersensible, multipotentialité, mais sans vraiment savoir. Donc, j'ai décidé de faire un test pendant 1 an
et de tester cette identité, de tester cette cible, de voir qui venait à moi naturellement et qu'est-ce que j'aimais faire le plus et avec quelle personne. Et au bout d'un an, j'ai commencé à me faire coacher aussi, ça c'était le point majeur. Je me suis tout de suite fait suivre par un coach mentor, lui-même HP hypersensible, multi-entrepreneur, donc qui avait déjà un cran d'avance par rapport à moi. Et j'ai décidé d'investir un minimum de 500 euros par mois dès le début, alors que je n'avais pas encore gagné cet argent. Mais en fait, du tout, c'est ce qui m'a fait accélérer cet investissement et faire que le retour investissement a été aussi beaucoup plus rapide. Donc ça, je le recommande aussi, c'est investir dès le début. Moi, je voulais plus de boss, ça c'était clair. Je voulais être toute seule, entre guillemets, dans mon entreprise. Plus pas de partenariat, rien. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin d'un miroir, d'un contenant aussi, parce que j'ai beaucoup d'idées. C'est très intense chez moi. Donc, quelqu'un qui fasse un peu comme ça, là, dans les limites, et qui me réoriente, mais pas un boss qui me dise quoi faire. Et ça, chez Hmm. les HP, c'est assez répandu. On n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Euh, donc, ça a été super comme idée parce qu'aujourd'hui, il m'aide à piloter. C'est un vrai miroir. Dès que j'ai quelque chose à refléter d'inconfortable, il me renvoie quelque chose et potentiellement une solution dans ce qu'il me renvoie. Donc ça, c'est aussi super. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai réfléchi non pas à une reconversion dans le sens job, mais dans un mode de vie et un lifestyle. En fait, quand je me suis lancée, eh bien, c'est très simple, c'était fin 2019, début 2020, en plein dans le Covid. Donc, l'idée d'avoir un cabinet d'hypnothérapie, etc., très vite, ça m'est passé. Et j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai fait d'une contrainte, finalement, un tremplin d'expansion en me disant, mais attends, si je peux pas, c'est pas un problème, je vais trouver autre chose. Et là, a popé devant moi une formation hypnose à distance, revoir les basiques de ce que ça veut dire de faire de l'hypnose en ligne. Bah, donc, du coup, je me suis inscrite. C'est vrai qu'il y avait des petites subtilités que je n'avais pas vues et comment transformer encore plein de petites contraintes en hypnose où normalement on a des ancrages, on touche les gens, mais comment le faire avec un écran à distance. Et puis du coup, bah, je me suis aguerrie là-dedans et aujourd'hui, je fais pratiquement plus que ça. Donc, la réflexion aussi pour les personnes, c'est comment transformer cette contrainte au départ qui peut être vraiment frustrante en un super tremplin qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis complètement digital nomade. J'ai pas de cabinet qui a fermé pendant le Covid à payer avec des loyers exorbitants alors qu'il y avait personne. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais continuer. Je n'ai pas besoin, en fait. Et en plus, ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de limites géographiques. En fait, mon périmètre de jeu, il est illimité. C'est toutes les femmes donc, dans la neuroatypicité. Donc, ça veut dire au moins 30% de femmes, si, sachant que l'hypersensibilité, c'est on va dire le plus gros dénominateur commun. Dans le monde entier, dans toute la francophonie. Donc, Canada, Belgique, Suisse, etc. Et ça aussi, c'est ce que je vois dans beaucoup de personnes qui se lancent. C'est souvent l'idée, je vais distribuer des cartes de visite en local, rester dans un périmètre tout petit de jeu qui en fait nous bloque. C'est comme une prison en fait, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc c'est réfléchir à ma cible, en fait, elle peut être partout et la francophonie, elle est partout. Il y a beaucoup d'expats partout dans le monde. Donc ça, c'était aussi l'idée de réfléchir à un mode de vie et pas simplement une reconversion dans un job, mais qu'est-ce Ouais. que je veux faire de toute ma vie, inclus là où je veux bosser, etc. Quelle relation je veux avoir avec mon compagnon, etc. Enfin, tout remettre en fait là-dedans. Et voilà, donc ça c'était mes petits points. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ma transition avant que je passe à mes peurs, mes doutes dans la phase de lancement et après plutôt comment ça s'est passé dans la phase de maturité après. Ah bah, Non, moi je te j'ai laisse juste envie de rebondir sur parler. quelque chose qui est très très riche dans le partage que tu viens de donner. C'est cette notion de reconversion, mais pas reconversion dans sa vie pro, mais de reconversion dans un mode de vie et un lifestyle. En fait, souvent, de ce que je perçois et de ce que je vois dans les personnes qu'on accompagne, que ce soit Stéphane, moi ou nous deux, c'est on a envie d'une reconversion parce qu'on a envie de changer quelque chose dans notre vie personnelle. Sauf qu'on se contente et on se cantonne à reconversion, du coup, ça veut dire reconversion pro et je vais regarder que le pro. Et en fait, au bout d'un moment, quelquefois, ça ne marche pas parce qu'en fait, la reconversion, c'est aussi, on le fait parce on a aussi envie de changer de vie. Donc, merci de ce rappel et je rebondis dessus parce que je trouve ça justement très riche et on l'entend pas du tout, voire pas suffisamment. Stéphane, toi, tu voulais poser une question à Sandrine?
Ben non, moi, du coup, je pense que si j'avais une question à lui poser, c'était justement sur ses doutes. Et en fait, c'était la next C'est step la qu'elle suite. était en train de présenter. Donc, je disais, bah écoute, ouais, moi, ça m'intéresserait bien de voir, parce que justement, quand on entend ton histoire, ton parcours et ton approche, notamment le fait que tu positionnes aussi le cadre des femmes hors normes, comme tu disais, les 10, HPI, TDAH, tout ce que tu couvres en soi, en sachant que tu es toi-même concerné. Et du coup, porte de ça, on imagine que ça peut potentiellement soit déplacer le problème, soit décupler le problème. Donc voilà, du coup, c'était la raison pour laquelle j'attendais, tu vois, si j'avais une question à te poser, c'était le sujet que tu allais aborder. Tes Ouais, doutes, parce tes que craintes, je c'est trouve ça comment tu avances. important d'être vulnérable aussi là-dedans. C'est vrai qu'on voit beaucoup de paillettes sur Instagram, beaucoup de gens qui nous donnent des promesses de gagner 100 000 euros en un mois sans avoir à faire aucun effort. Donc, autant remettre les choses là où elles doivent être. Donc, ouais, j'ai séparé un petit peu les peurs et les doutes dans la phase de lancement. Est-ce que c'est devenu après? Puisqu'en fait, on a toujours des plateaux de maturité et à chaque plateau de maturité, c'est problème. Donc, j'ai préféré essayer de me remettre aussi dans le contexte du tout début. Donc, le problème majeur du tout début, c'était mon sentiment d'illégitimité, mon syndrome de l'imposteur. Et pas forcément en coaching pur, parce que je m'étais formée en coaching, en PNL, en hypnose. Et je pense que Corinne peut peut-être aussi enfin, se relier à moi avec ça. C'était en hypnose. Parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui m'a mis, voilà, qui m'a chamboulé, qui m'a mis face à quelque chose. Moi, je suis très dans le contrôle. Et Tout à l'hypnose, fait. c'est pas Ah, bah dans ça. l'hypnose, tu peux pas. Non, Non. voilà. Autant dans le coaching, tu peux poser des questions, rester by the book, aller suivre les trucs de l'ICF. L'hypnose, c'est pas ça. C'est d'abord écouter la personne en face et faire du sur-mesure par rapport à ce qui vient, sans chercher à savoir. Et moi, pendant un an, j'ai cherché à contrôler. Alors, je révisais mes cours, je me disais, alors, je crois que cette personne, elle va peut-être venir avec cette problématique, et si c'est ça qui vient, du coup, je vais regarder dans mon bouquin. Donc, j'ai eu cette Et phase, c'est et puis je me jamais suis le dit, cas. c'est jamais le cas. Et puis un jour, c'est génial, c'est pas qu'on arrête de faire ça, c'est que ça fait un mois ou deux qu'on a arrêté de faire ça et qu'on s'en rend même plus compte. Hmm. Parce que du coup, il y a des fois où on n'avait pas le temps de réviser et puis en fait, on s'est rendu compte que la séance, elle allait vachement mieux. Il n'y avait rien à réviser, c'était juste une peur mentale de rater quelque chose. Et ça revient pour moi au sujet, le fameux sujet sur lequel 90% des clients viennent, c'est le sujet de la confiance en soi. Elles veulent avoir de la confiance en elles avant de commencer. C'est pas possible. La confiance en soi, c'est pas de l'estime de soi, c'est pas inné. Ça se travaille et il faut d'abord commencer pour avoir confiance en soi et pas avoir confiance en soi pour commencer. Donc la question, c'est comment je t'aide à commencer, en gros, pour que tu puisses imaginer à un moment donné gagner en confiance en toi. Et c'est ça le problème, je pense, de beaucoup quand on débute. Et imaginer aussi que de toute façon, on va se former de manière continuelle. Moi, j'adore la formation continue. Nos voyages d'hypnose, pour moi, ça en fait partie intégrante. Se faire superviser, accepter de se planter joyeusement pour apprendre. C'est impossible que ça se passe bien avec tout le monde. Déjà, c'est impossible. Et c'est parce que ça va mal se passer qu'on va pouvoir réajuster, optimiser, etc. Et il y aura toujours une première cliente. Et il y aura toujours un premier problème. Mais tout le monde est passé par là, c'est la bonne nouvelle. Je connais personne aujourd'hui qui est hyper successful, qui n'est pas passé par là et qui ne s'est pas planté des milliards de fois. Donc, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'à un moment donné, c'est important de le faire. C'est un bon rappel. Je pense qu'on ne le rappelle pas assez. Ah oui, non, c'est Après, il y jamais perdu. avait... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, Stéphane. Non, je disais, c'est jamais perdu. Ça, c'est clair. C'est un rappel utile. Après, il y avait aussi le sujet de mes croyances limitantes que j'ai essayé de transformer en croyances mobilisantes le plus possible. Notamment, on parlait, vous vous rappelez tout à l'heure de cette idée de je pars de rien. Les copines qui disaient mais tu peux pas faire aussi cher alors que tu viens de commencer, etc. Donc, toujours se rappeler que c'est un continuum et qu'on vend nos 15 années d'expérience derrière et pas seulement notre nouvelle reconversion, je le répète. Trop de coachs sur le marché. Alors moi, j'entends que le marché est saturé, mais ça fait 5 ans que je l'entends. Je l'entendais au jour 1, je l'entends toujours, et je pense que dans 10 ans, tout le monde nous La dirait que même le chose. marché est saturé de coachs. Pour moi, il n'y a jamais eu de concurrence.
Et en plus, j'invite tous mes concurrents sur ma chaîne. Aujourd'hui, tous les experts que j'invite, c'est des gens qui font pratiquement la même chose que moi. Et si j'avais peur de ça, je l'aurais jamais invité et ma chaîne n'aurait pas aussi grossi autant que ça parce que de toute façon, les gens le sentent, ça ne me fait pas peur et on est tous uniques. Si on compte le nombre de coiffeurs qu'il y a sur la place de Paris ou de Genève, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, ils ont tous leur touche et pourtant ils sont coiffeurs. Mais c'est une sensibilité, une façon de faire un brushing, une façon de me parler, une façon de me rassurer. C'est pour ça que j'y vais en fait. Donc c'est vraiment pour rappeler ça aussi. J'entends souvent aussi, je me le disais, les autres sont meilleurs que moi, mais en fait je me comparais à des gens qui avaient 5 ans d'avance, 5 ans d'expérience en plus. Donc je vous le dis aujourd'hui, surtout ne vous comparez pas à moi, ne vous comparez pas à ce que je dis parce que j'ai 5 ans d'avance par rapport à vous, donc j'ai un petit cran d'avance. Donc ça sert à rien. C'est juste se dire, bah, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis et c'est OK. Je vais construire pas à pas, petit à petit, les choses. Un empire, c'est jamais construit en 5 minutes, donc pas de panique. Alors moi aussi, j'ai eu ça au début, c'est le logo parfait, le nom de l'email, le truc, que des petits trucs pour me cacher, pour procrastiner, je pense, un jour de plus. Alors que, honnêtement, c'est vraiment, je pense, ce qu'on incarne derrière ce logo, ce numéro de téléphone, ce site internet, aussi beau qu'il soit, qui est important. Et ça veut dire être vu. Donc ça, c'est un rappel aussi de base. C'est tout ça, ce sont des petits détails qui vous paraîtront inutiles 1 an après. Moi, je voulais donner aussi un nom, Kyriel Coaching, etc. Mon coach m'avait dit, ne donne pas de nom, c'est ton nom qui compte. Mais je voulais me cacher, je voulais pas donner mon nom. Je me sentais illégitime. Bon, au final, j'ai jamais utilisé vraiment Kyriel. C'est vraiment une anecdote dans mon parcours. Mais j'y tenais. Je l'ai fait. J'étais têtue, hein, je l'ai fait. Bon. Euh, Après, ouais, je disais aussi ne pas se cantonner au début et partir tout de suite peut-être sur une zone géographique beaucoup plus large que celle qu'on avait imaginée en voyant si on peut faire international directement. Je pense que c'est une super idée. Au début aussi, j'avais la peur de briller, la peur de réussir. C'était plus fort que la peur d'échouer. Donc, me montrer sur YouTube, je savais que ça allait être une vraie thérapie. Et ça a été une thérapie, peut-être la plus forte des thérapies que j'ai faites, en dehors des thérapies classiques, pour oser me montrer. Et c'est très simple, ça commence par faire la première. Appuyer sur le bouton, respirer, ou ne plus respirer, si c'est comme ça, c'est OK. Et se dire, bah, je vais recommencer, puis je vais recommencer, puis je vais recommencer. Et là, ça fait pratiquement, si je compte les vidéos des formations en ligne, 300-400 vidéos. J'ai toujours une petite appréhension comme pour monter sur scène, mais maintenant j'ai l'habitude, j'ai plus peur. Je me suis habituée à ma voix, je me suis habituée à me regarder. Et aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. Au début, je ne supportais pas ma voix. On ne sait pas s'entendre. On n'a pas du tout la même voix qu'on peut imaginer. On ne sait pas se regarder. Mais à force, c'est comme tout. C'est un muscle, ça s'entraîne. Il suffit de répéter. Pour moi, la régularité, c'est la base de tout et la discipline. Répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que le geste soit parfait. C'est comme les athlètes des Jeux Olympiques, en fait, pour moi. Et donc, YouTube, c'était aussi les critiques, et notamment de l'agence masculine dominante. Donc, quand je me suis lancée sur LinkedIn avec ma petite chaîne, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai eu un bon backlash de certains hommes. Il y en a que j'étais obligée de bloquer. Moi, c'est très simple, hein, mes règles, c'est si c'est pas insultant, que c'est constructif, je réponds. Si c'est insultant, je bloque, je vire sur tous mes réseaux sociaux. Ça n'a rien à faire, c'est rentrer dans ma maison. Et dans ma maison, on n'est pas vulgaire. Et moi, je suis vulgaire avec personne. Et donc, ça marche très bien comme ça. Mais il y a eu ce truc de, t'es toute petite, donc on va te faire comprendre que tu n'as pas ta place ici. J'ai résisté, j'ai ignoré les personnes et j'ai continué sans me regarder derrière et sans regarder ce qu'on me disait. Et ça a fonctionné. Au bout d'1 an, j'ai plus jamais eu pratiquement de critiques de ces personnes-là. Plus jamais. Sur YouTube, si. Bon, c'est la guerre des réseaux sociaux. Les gens ne trouvent pas forcément autre chose que ça pour la petite vie parfois obscure, mais c'est comme ça, c'est de la vie. Mais pareil, insulte, je jarte. Je m'occupe même pas, ça n'existe pas pour moi. Donc, tout ça pour dire que de toute façon, c'est une bonne mesure de là où on est. Mon coach m'a toujours dit, si tu n'es pas critiqué, c'est que tu n'es pas vu. Aujourd'hui, pour moi, avoir des critiques, voire même négatives, bah, vous savez quoi, c'est du buzz, ça fait marcher l'algorithme et c'est très bien pour nous. Alors, il faut prendre aussi ce qui est positif dans l'histoire.
Alors, donc ça, c'était vraiment, je pense, le début pour moi de, voilà, des gros trucs. Illégitimité, peur de se montrer, visibilité, peur d'avoir des critiques en étant hypersensible. En plus, moi, je mettais une semaine pour m'en remettre, hein, des critiques. Aujourd'hui, c'est 2 heures. Je reste le retombé, ça n'existe plus. Mais avant, c'était une semaine. Ça me touchait vraiment dans mes tripes, quoi. Je me disais, et si c'est vrai, s'ils avaient raison, etc. Donc ça aussi, je crois que c'est une question de vraiment d'entraînement. Et comment tu as fait justement, je rebondis par rapport à ton partage, c'est comment tu as fait parce que tu disais qu'au début ça te mettait des jours ou des heures en tout cas pour digérer un Mhm. commentaire désobligeant. Euh, Comment tu as fait pour avoir la capacité et la force de continuer? Parce que c'est ça, hein, on en est là hein, dans cette incertitude entrepreneuriale. Oui. Quelquefois on a des peurs, on a des blocages, on a des choses qui nous arrivent et on a envie d'abandonner. Toi, comment tu as fait pour continuer malgré tout? Alors, c'était aussi mon entraînement sur YouTube et surtout me dire, attends, c'est critique si tu fais la mesure vraiment. Parce que souvent, on oublie de mesurer quand même le poids que ça a. Bah, c'est une critique sur peut-être 100 commentaires sur YouTube qui sont ultra positifs. Donc pourquoi aussi je mettrais toute mon attention sur une semaine sur un commentaire négatif, alors que cette énergie, je pourrais la mettre à servir mes clientes qui ont besoin de moi. Et des fois, j'ai répondu aussi. Et maintenant, ce qui est génial, à force, parce que ma chaîne est plus grande, c'est qu'elles répondent à ma place. Elles se font mon avocat. Et dès qu'il y a un homme qui dérive un peu, ou une femme, hein, d'ailleurs, ça arrive aussi qu'il y ait des psychologues qui soient très critiques sur des trucs qu'ils appellent des pseudosciences, des machins, beaucoup de trucs comme ça. Quelqu'un s'en charge à ma place. Donc, c'est là où je me dis, bah, tiens, en fait, j'ai fait des ambassadeurs et c'est plutôt pas mal. Donc, c'est aussi se dire, à un moment donné, ça va arriver. C'est une question de taille critique. Et moi, c'est assez. Contrairement à ce que je croyais avant, c'est-à-dire moi et tout ce que je fais, c'est déjà bien assez pour aider des clientes qui sont juste un cran en dessous. Je n'ai pas besoin d'être 10 crans au-dessus, je n'ai pas besoin d'être parfaite, je n'ai pas besoin d'avoir des milliards de connaissances et de compétences. Juste le fait que je sois déjà passée par là où elle passe et un tout petit peu en avance, ça suffit pour continuer. Et je le fais avec bonheur. Et c'est surtout, je pense, faire redescendre l'ego, parce qu'en fait, quand c'était comme ça, c'était mon ego qui était touché. Mais si à chaque fois je me reconnecte à pourquoi je fais ce métier, retomber en amour avec et surtout me dire, mais en fait, cette énergie, je ne le mets pas au service de ma cliente et à lui parler là maintenant. Je suis en train de ruminer sur ce truc-là, mais c'est pas juste en fait pour elle. Du coup, Ouais, c'est retourner un petit peu, tout à fait. me recadrer un petit peu dans l'histoire en fait. Hmm. Ouais, ouais, c'est prendre un peu une autre vision, un autre angle des choses pour pouvoir sortir un peu de ce focus négatif que tu as. Ok. Ouais. Et donc, ça a fait Et- le pont après, justement, avec qu'est-ce qui. Après, quand j'étais plus mature dans mon business, ce qui était intéressant, c'est du coup, c'est d'essayer de faire du moi. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, du moi, c'est ni du Corinne, ni du Stéphane, pardon. C'est un petit peu sortir des carcans aussi de ce qu'on attend de nous en tant que femmes. Moi, j'avais encore l'idée de ce qu'on attendait de moi en entreprise, poli, gentil, policé, etc. Alors qu'on sait très bien que ce sont les convictions qui nous démarquent des autres, mais on n'a pas appris à vraiment exprimer ces pures convictions et pas faire du lisse et du tiède. Donc ça, j'ai essayé de sortir de ça. Sortir aussi de ce qu'on m'avait appris en école de coaching et d'hypnose. Tu le sais très bien, il y a quand même un cadre. Mais moi, Complètement. je voulais être coach, thérapeute, mentor, donc avoir une posture haute des fois, une posture basse, une posture moyenne, jouer dans toutes ces postures, etc. Et à chaque fois, je me sentais perdue et je me suis dit, mais arrête, fais juste du toi, enfin du Sandrine Live, c'est-à-dire on s'en fout de si ça correspond à une école ou ce qu'il faut faire, ou tout ce qu'on nous a pas dit, tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait pas faire. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, quand je me souviens moi vers quel thérapeute et coach j'ai été quand j'étais jeune, c'était anti-éthique pour la plupart des personnes. Je restais 2 à 3 heures avec ma thérapeute. Un jour, elle m'a même emmenée à l'hôpital. Elle m'a emmenée elle-même aussi à un moment donné à un truc où ça n'allait pas pendant une séance. C'est anti tout ce qu'il faut faire. Dans nos dit, il faut vraiment se séparer, etc. Sauf que moi, il n'y a que ces thérapeutes-là qui m'ont plu, des femmes qui sortaient hors des normes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que moi-même proposer ça, sinon ça serait pas honnête par rapport à mes propres convictions. Donc c'est ça aussi, c'est comment on arrive à se sortir de tout ce qu'on nous a appris avant pour essayer de faire du nous
du mieux qu'on peut et attirer les bonnes personnes qui sont venues là pour nous et pas pour tout ce qu'on a appris à l'école. Donc ça, Complètement. Donc, c'était... aujourd'hui, quand tu parles de cette maturité, tu as compris de ce que j'entends dans tout ce cheminement, finalement, que être pleinement, et ça rejoint finalement le titre de ta masterclass, en tout cas de Mhm. cet échange, c'est être pleinement soi, en fait, être authentique pour finalement attirer les bonnes personnes, comme tu le disais, pour finalement ben, rayonner, vibrer du métier que tu as choisi aujourd'hui, quoi. Absolument. Et à chaque fois que j'ai pas été pleinement moi ou que j'ai pas écouté mes profondes convictions, même dans le choix de certains clients, ça s'est pas bien passé après. Je me suis des fois, alors on peut dire travestie, etc. En début, on a l'impression qu'on peut, le mot est fort, mais même se prostituer au début pour avoir un client parce que c'est le seul et qu'on peut quand même pas l'abandonner, c'est pas le bon. On va quand même pas faire ça. Sauf que bah, après, on l'apprend très vite. Si c'était pas le bon, il y a quelque chose qui va potentiellement mal se passer après. Mais au début, c'est normal, on n'arrive pas à dire non. Et après, dans la maturité, c'est être capable de renvoyer quelqu'un ou dire là, je le sens pas. Et avoir la maturité de se dire bah, je peux te renvoyer vers quelqu'un d'autre, mais par rapport à ce que je veux faire et ce que je peux faire pour toi, t'es pas prête ou t'es pas, enfin, ça va pas forcément connecter. Et ça, c'est ce que j'arrive à faire aussi maintenant. Donc voilà, l'idée, c'est aussi essayer de trouver, moi, je suis de l'époque Casimir, le gloubi-boulga qui te correspond à toi. Ton unique gloubi-boulga, ta recette magique. Et voilà, Marine, donc comment tu peux caser ce mot dans une conversation? c'était mon J'adore challenge, ça. c'était mon grand challenge. Ah non, mais Avant, c'est c'était clair, c'est classique ce que j'allais te gloubi-boulga. demander. Est-ce que Dans tu la avais un masterclass. deal avant de venir? Il fallait que tu poses ce mot. C'est improbable. Et du coup, du coup, il y a eu trop d'infos. Casimir, Louis waouh! Ok. Du coup, je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous présentes, notamment en ce qui concerne. On parlait déjà avant dans les échanges qu'on avait eus de la vulnérabilité, puisque Hmm. c'est aussi nécessaire dans ce type d'échange qu'on a dans ce sommet des entrepreneurs, où on a justement envie d'entreprendre différemment, avoir l'audace de sauter le pas. Et en l'occurrence, un autre aspect qui nous intéresse, c'est celui de rendre cette, cette audace, ou en tout cas ce pas, de le transformer pour rendre ces entreprises viables. Et là, dans ce que tu échanges et dans ce que tu partages, il y a déjà énormément d'éléments que tu nous as donnés, mais pas nécessairement pour ça spécifiquement, mais qu'est-ce qui pour toi, notamment au vu de ces femmes hors normes que tu accompagnes, là, en l'occurrence, on parle d'elle en particulier, mais je pense que ça peut potentiellement être aussi applicable à la plupart des personnes, en tout cas être des options qui s'appliqueraient pour pouvoir peut-être utiliser cette authenticité, cette vulnérabilité pour pour faire croître son entreprise et la rendre pérenne, la rendre viable sur du long terme. Alors, j'ai pas parlé encore, mais pour moi, la rentabilité aussi long terme, c'est l'aspect financier. Et j'ai beaucoup de femmes qui sont très empathiques. Beaucoup, j'accompagne aussi dans l'entrepreneuriat des coachs, des thérapeutes qui veulent œuvrer pour le monde, etc. Sauver le monde. Mais qui en, voilà, sauver le monde, mais qui en oublient pour la plupart que, en fait, leur activité sur laquelle elles se sont formées, c'est aussi un business et une entreprise. Moi, j'ai aucun problème à parler business, entrepreneuriat, argent. J'ai bossé 15 ans dans une entreprise américaine aux États-Unis. C'est vraiment pas un problème. Alors que je sais qu'en France ou dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que j'accompagne aussi chez ces femmes, c'est se dire, OK, tu peux œuvrer pour le monde, mais tu as le droit aussi de gagner de l'argent. J'ai encore une cliente là, une psychopraticienne, qui m'a dit, au bout de 2 ans avec toi, je commence à considérer ce que je fais comme un business. Je n'y avais, autant te dire, jamais pensé à ça, mais même pas une seule fois en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, elle s'est retrouvée dans une espèce de passivité, etc. Et là, je lui ai mis juste, par exemple, un business plan hyper simple dans les mains. Et là, elle a commencé à retrouver de la joie.
Elle m'a dit, mais tu veux dire que je peux jouer avec les chiffres, qu'on va faire un plan prévisionnel, qu'on va faire un pilotage, etc. Et là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur. Et elle a compris aussi que c'était pas forcément, elle avait peur d'être trop sérieuse en faisant ça. Et elle voit qu'elle peut y trouver du plaisir. Et on refait ses offres, on essaye de packager des choses qui l'étaient pas. Et du coup, ça lui redonne de la joie, en fait. Donc, c'est ça que je veux dire aussi, c'est comment créer un plancher de sécurité financière, et notamment avec plus des choses à la séance, comme on voit chez beaucoup de thérapeutes, mais vraiment des packages qui proposent des promesses et des transformations, évidemment, qu'on peut faire, hein, sinon, ce n'est pas le but, mais aussi avec un étalement de paiement sur 6 mois, 12 mois, sur des offres longues qui permettent d'avoir des rentrées financières régulières et de se dire, bon, bah voilà, j'ai tant d'entrées à faire tous les 3 mois, mais du coup, j'ai mon plancher de sécurité qui va exister et j'ai plus besoin de me dire tous les mois comment je vais aller chercher ci, comment je vais aller chercher ça. Enfin, c'est épuisant d'aller chercher tout ça. Et donc, pour ça, de mettre en place un vrai écosystème avec des choses automatisées aussi, tout un processus automatisé, de sorte que même quand je ne suis pas là, ce mois-ci, en toute confidence, j'ai eu quand même un problème personnel assez fort. Et pendant 2 semaines, j'ai été à l'arrêt. Mais comme je pilote mon activité, comme je lisse sur l'année et que je connais tout ce qui doit rentrer et tous les combien, du coup, ben là, j'ai mis un webinar un peu plus rapidement que prévu pour pouvoir refaire rentrer des clients, puisque je sais que c'est ce système qui tourne bien, un peu plus tôt que prévu. L'année dernière, mon père a été malade. J'ai été 15 jours à Paris. Je suis digital nomade. Je peux travailler de chez mes parents. Je l'ai accompagné tous les jours à l'hôpital, mais parce que j'avais mon système automatisé qui fonctionnait, mes emails qui partent tout seuls quand je suis pas là. Donc, je me suis pas retrouvée non plus à sec pendant 2 semaines. Donc, c'est ça aussi, c'est anticiper, planifier un peu. Ça se fait pas en 5 minutes. Un empire digital se construit pas en 5 minutes. Il faut commencer par une toute petite chose. Mais au bout de 5 ans, je peux dire que ouais, ça roule et que je sais comment faire pour appuyer sur le bouton pour que ça reparte, en fait. Et c'est ça qui est, je pense, qui est assez important aussi. Yes. Et du Donc, coup, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour moi, c'est important de se dire écosystème, plancher financier, système de vente automatisé, etc. Et ça ne veut pas dire que tout ça, c'est antinomique de l'authenticité. Bien au contraire, s'il y a authenticité plus planification, c'est l'excellence du truc. Moi, mon équation, c'est clarté, régularité, plaisir, puisque je m'étais noté, et agilité. Ça, mais pour moi, c'est vraiment la tu base. es en train, t'es juste en train de définir, on devrait expliquer ce qu'on fait, ce qu'on fait ici avec Corinne. Moi, c'est clairement pas, enfin, tout ce dont tu parles, c'est absolument pas des gros mots. Ça me paraît justement Mhm. très important, essentiel. On parle d'entrepreneuriat et à terme, enfin, pour moi, ce qu'on promeut, c'est aussi amener à l'indépendance financière. Et ça, c'est un pan qui est important. Et ça va aussi avec l'épanouissement, ce sujet que tu abordes également. Et là, sous cet angle, moi, ce que je retiens aussi, c'est cet équilibre avec l'empathie. Et surtout, ça m'amenait plutôt à une autre question qui était celle de l'équilibre entre l'empathie et la prise de décision. Quand tu vas avoir, donc, on sait que l'empathie, elle est essentielle. Tu parlais des coachs et celles qui t'ont marqué notamment, Mhm. qui ne rentraient pas nécessairement dans le carcan classique, on va dire, comme tu le décrivais. Et tu vois, là, je pense que quand on a l'empathie et qu'on amène justement vers cette prise de décision, vers le business plan qui va pas nécessairement parler à tout le monde, il y en a qui ça va peut-être faire peur et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle tu disais tout à l'heure, l'argent, c'est pas un gros mot ou t'expliquais que c'était le chômage, je pense, où il fallait Mhm. justement pouvoir s'adapter, être flexible. Comment est-ce que tu présentes ça comment est-ce que tu présentes ça à tes clientes ou comment est-ce que tu pourrais présenter ça notamment à des personnes qui pourraient avoir une forte sensibilité, qui pourraient être hautement empathiques et qui du coup auraient besoin de passer ce pas et qui pourraient être une vraie grosse décision et après parler avec ces clients qui ne sont peut-être pas les meilleurs clients du monde et va falloir quand même se positionner. Comment est-ce que tu les accompagnes? Quel est le conseil que tu leur donnes?
Il y a aussi ne pas confondre empathie et la pensée magique de ce que je sais, ce qu'a besoin ma cliente. Parce que souvent, Ah oui, ça, c'est c'est un la autre dossier, confusion. ça. C'est la confusion, c'est de se dire, je ne peux pas proposer des prix chers parce que ma cliente, elle n'a pas les moyens. Mais comment tu le sais qu'elle n'a pas les moyens? C'est marqué sur son front. Moi, j'ai 2 personnes qui ont emprunté, qui sont déjà dans le rouge pour faire le coaching. Je les ai pas forcés, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà les conséquences. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? Et les personnes l'ont fait. Si j'étais restée sur ma soi-disant empathie, parce que tu comprends, Sandrine, du coup, cette personne, elle a ça, ça et ça, je vais la mettre dans le rouge, etc. Non, c'est elle qui prend la décision, c'est sa responsabilité. Et pendant le coaching, on lui a permis de se sortir du rouge dans lequel elle était parce que je l'ai aidée justement à recontacter chacun des fournisseurs qu'elle avait, téléphone, machin, banque. Et du coup, elle a réussi justement à ne plus être dans le rouge grâce à ce coaching. Donc, l'investissement, effectivement, elle a fait un emprunt, mais au final, elle n'est plus dans le rouge. Donc, il ne faut pas aussi croire qu'on sait à la place de la personne et se dire, ah oui, avec ma grande empathie, sinon ça s'appelle sauver l'autre. Et sauver l'autre, des fois, c'est contre-productif, c'est pas ce qu'il demande. Et en plus, bah, ça l'empêche de se mettre face à ses responsabilités. Et sa responsabilité, justement, c'était de se sortir du rouge. Et elle l'a fait de cette manière-là, mais pourquoi pas? Donc, bah, je ne sais pas si j'ai dévié un peu peut-être de ta question. Je crois que ce n'était pas la question originelle, mais euh, Non, mais c'était un point qui était intéressant d'aborder parce que c'est vrai que ça peut être une approche et que c'est en effet contre-productif. Je suis en train de regarder l'heure en même temps parce que on est, on a une petite tendance là aujourd'hui à déborder légèrement. Donc là, on arrive vraiment vers la fin de bon, il y avait euh, un truc que je voulais notre vraiment classe. rajouter. Oui. Enfin même deux petits trucs, mais je vais essayer d'être rapide. Il y a bah, là justement ces 2 semaines, hein, je trouvais ça important d'en parler Ouais. parce que ça arrive. Avec ce qui m'est arrivé, je me suis un peu déconnectée de mon business et j'avoue qu'aujourd'hui de refaire ce qu'on fait là me fait beaucoup de bien. Donc merci. Quoi faire dans ces moments-là où on est déconnecté et on sent que on n'arrive plus à faire les mails qu'on faisait d'habitude, il y a quelque chose. Donc, moi, j'essaye vraiment de me remettre dans mon pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai choisi au tout début de faire ce que je fais. Pourquoi je fais ce métier au début. Pourquoi j'ai la passion de servir mes clientes. Regagner de la clarté, me reposer la base de écrire pourquoi je le fais. Sortir de mon ego, évidemment. Donc, retourner dans cette simplicité d'œuvrer et de faire des petites choses. Là, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Du coup, je me reconnecte. Ça me fait plaisir de faire ça avec vous. Donc, c'est de retomber en amour, hein, comme on retomberait amoureuse dans un couple. Mais en même temps, c'est ce que je dis à chaque fois, tomber en amour, c'est bien, mais tomber dans la dépendance affective, c'est moins bien. Donc, c'est comment aussi abandonner quand c'est le moment d'abandonner. C'est une compétence sous-cotée, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et plusieurs fois, moi, j'ai l'impression que c'était mes bébés hein, quand je me suis lancée. Mon logo, mon truc, attends, c'est mon bébé, j'y ai mis du temps, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris aussi à laisser tomber des choses parce que, voilà, je les ai travaillées. Vraiment, c'est plus en lien avec ma cible, c'est désuet, c'est... Voilà, ça arrive tout le temps. Donc, c'est comment en tomber en amour, retomber en amour, mais pas en dépendance affective au point de rester lié de manière toxique avec son business. Ça, c'était important pour moi. Euh, et puis, surtout ce qui est plutôt aspect personnel, ce que je considère, et j'ai déjà employé ce vocabulaire avant, c'est un entrepreneur comme un athlète de haut niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour moi, c'est avoir des routines de toutes sortes. Mais des routines, comme je suis atypique, pas routinière. Ça peut paraître Hmm. bizarre, mais des choses récurrentes, mais qui ne sont pas obligées exactement de se ressembler tous les jours. Imaginons que je fais du yoga, ben, je vais peut-être enchaîner différentes postures, mais pas tous les jours les mêmes. Mais je fais mon yoga tous les jours à la même heure. Donc des routines matinales sympathiques pour voilà, inspirer, etc. Gestion du temps, moi je travaille en bloc de temps, tout est bloqué, donc je fais que déplacer des blocs, mais tout est fait au final. C'est un peu la technique Pomodoro. La mentalité de croissance, soit je gagne, soit j'apprends, c'est aussi ma philosophie tout le temps. Il n'y a pas d'échec, c'est optimiser, optimiser, optimiser. Je me rappellerai toujours la première fois, mon coach m'a dit, Sandrine, il faut que tu me fasses une page de vente moche.
une page de vente moche. Mais moi, tu comprends pas, je suis une perfectionniste, je vais pas te faire un truc à 70% moche. Dans mon cerveau, c'est impossible. Il me dit, je t'ordonne de faire un truc moche. Ok. Alors du coup, bah, j'ai été obligée de rendre un truc 50% bof. Mais on l'a lancé, on l'a optimisé et aujourd'hui, elle est super. Mais le temps que j'aurais perdu à faire un truc super, c'est tout le temps que j'ai perdu bah, à pas l'optimiser, tu vois. Donc, on a vraiment fait changer de mentalité là-dessus. Et surtout, ce que j'appelle des routines lucratives d'entrepreneurs. Aujourd'hui, si par exemple LinkedIn, c'est mon canal d'acquisition, comment toutes les semaines, je peux peut-être faire un bloc où j'écris mes 6 emails. Je prends l'habitude d'écrire, par exemple, tous les lundis matins, et puis de faire du copywriting, et hop, je poste comme ça tous mes emails. Idem pour les vidéos. Moi, c'est le lundi, c'est mes vidéos. C'est toujours le même schéma, toujours la même façon de faire. J'écris un truc de script, je tourne l'après-midi, je monte le soir, et c'est toutes les semaines pareil depuis 3 4 ans. Et puis, bien sûr, une team gagnante. En tant qu'athlète, j'ai des préparateurs mentaux, physiques et autres. Donc, j'ai un psy pour l'émotionnel. Je n'ai pas peur de le raconter. J'ai mon mentor pour le business. Ça fait aussi toutes les semaines depuis 3 4 ans. Et pour tout ce qui est physique, j'ai acupuncteur, hypnose et kinésiologie. Donc, vous allez dire, ça paraît beaucoup, mais moi, j'ai besoin de ça. Et je fais ça aussi de manière récurrente. Et c'est ma team positive qui m'aide et sur laquelle je peux compter. J'ai mis du temps à les choisir chacun. J'ai fait mon petit marché, mais j'ai fini par trouver des personnes sympas. Et enfin, dernier point, la récupération de l'athlète. Le repos, moi, ma technique tous les jours, et je l'ai beaucoup utilisé ces dernières semaines pour arriver à passer cette période, les micro-siestes. Micro-sieste, tu peux en faire honnêtement souvent des fois 2 par jour. Une sieste le matin et une sieste l'après-midi. Ça peut aller jusqu'à max une demi-heure. Mais ça me permet de tenir des fois sur la durée ou de me dire si je suis fatiguée cet après-midi, je peux recommencer un peu ce soir. Mais ça, je ne pouvais pas le faire en entreprise. Donc ça, c'est mon petit luxe à moi. Et ça nécessite aussi de connaître ses cycles féminins, ses cycles de productivité. Et les miennes, bah, j'ai les miens, je les ai appris à les connaître en étant sortie de l'entreprise. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, voilà, je suis une femme. Donc, par nature, je suis cyclique. Et il y a des périodes dans le mois ou dans les semaines où bah, je ne peux pas faire certaines choses. Et puis d'autres fois où je vais être hyper productive. Donc, bah, j'en profite. Mais j'essaye pas de tout faire rentrer en mode bazooka tout le temps de la même façon parce que ça marche pas, en fait. Donc, Hmm. c'était ma conclusion. Merci beaucoup, Sandrine, pour ça. Et j'aime beaucoup l'image du sportif de haut niveau que tu utilises parce que tout ce que tu viens de partager, c'est vraiment ça. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps et aussi pour s'entraîner, mais s'entraîner de manière disciplinée, ordonnée, répétitive, etc., etc. C'est aussi s'entourer, parce qu'en fait, en effet, ces sportifs-là sont plutôt bien entourés, entourés par des personnes qui vont aller pousser dans la performance, entre guillemets, Ouais. notamment ton coach, ton Booster. mentor, etc., booster. Et puis après, des personnes qui prennent soin aussi de nous, de notre mental, de notre physique, etc. Tu parlais d'acupuncture, de kinésio, d'hypnose. Donc, on passe vraiment à la fois dans le physique et le corps, enfin, le physique et le bien-être de la tête. Et puis surtout, ce que je retiens, et tu as été, pour le coup, tu as incarné, tu parlais au début de la masterclass, incarner la personne qu'on est. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que tu as vraiment été l'exemple de l'incarnation de cette personne totalement authentique. Tu nous as partagé de manière authentique, vraie, vulnérable, en fait, toutes les phases dans lesquelles tu es passé dans l'entrepreneuriat, tous les questionnements aussi. Tous les challenges que tu as pu avoir, même tout récemment, et rappeler qu'on, tout simplement, j'ai envie de dire que, et je trouve que c'est vraiment ça, parce qu'on a eu des masterclass tout le long de ces 2 jours où les personnes ont partagé de manière à la fois dans la performance, mais aussi dans la vulnérabilité, ce qu'ils vivent en tant qu'entrepreneurs. Et en fait, entrepreneur, c'est aussi ça, c'est être tout simplement humain. Et humain, c'est passer par plein de phases, qu'elles soient hyper positives, un peu moins, un peu plus aidantes, un peu plus difficiles, etc., etc. Et j'ai envie de dire que tu as vraiment bien illustré tout ça. Et finalement, être humain, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, surfer avec l'incertitude. Là, on parlait Complètement. d'incertitude entrepreneuriale, mais la vie est incertitude en permanence. Et on sait très bien surfer avec ça. On sait très bien danser avec ça. Quelquefois, c'est plus difficile que d'autres, mais on sait déjà le faire. Et être soi, ça Et aide je pense énormément. vraiment que les entrepreneurs savent le faire encore plus
que n'importe qui, en Exactement. fait. Exactement. Et on le C'est un peu développe la job encore plus. description, ouais. Ouais, Mm, c'est ça. mm. C'est Sans Exactement. clairement la taf, en job. fait. J'avais une amie qui disait toujours, mais en fait, être entrepreneur, ça aurait été de rêver, c'est résoudre des problèmes tous les jours. Par rapport à Définition. l'incertitude, c'est ça par définition. Donc, il faut aimer ça. Alors, je sais que quand on est HP hypersensible, on adore la complexité et résoudre des problèmes. Donc, ça aide aussi. Complètement. En Donc, tout cas, mille Colette, fois merci. Ouais, mille fois merci de ton temps, ta présence, de cette énergie que tu viens de nous transmettre. Ouais, on arrive à la fin, ça y est. J'ai ouais, envie de dire merci C'est passé à... trop rapidement. Ouais, c'est ça passé passe trop vite. hyper rapidement. Franchement, 2 jours, c'est un format qui est, ouais, qui est intense, mais qui est tout autant rempli de pépites. Et là, justement, on va faire d'ici 10 minutes avec Stéphane. Stéphane va nous dresser un joli résumé de toutes les pépites de ces masterclass. On rappelle, bien sûr, il y avait le live, mais il y a aussi le replay pendant plus de 48 heures. Donc, on va mettre ton lien, tes contacts. Les Oui, personnes vont pouvoir te poser des questions aussi. Tu auras tout ça et dès que, on voit des questions, on pourra aussi te les transmettre si jamais tu les vois. volontiers. Mhm. Euh, et puis encore, merci. Merci de ton temps, merci de tout ça. Et Merci. puis, Et puis, merci à vous d'organiser ce genre d'événement. Je pense que c'est super sympa de partager ça. On n'a pas souvent l'occasion, je trouve, d'avoir cet espace de vulnérabilité tout ensemble. Donc, c'est ouais, super. Merci. merci à Merci à toi en toi, tout cas. Sandrine. C'était un Au Allez, plaisir. plaisir. au revoir les À filles. bientôt. Au revoir.